Bonjour à tous. Merci déjà de nous accorder un peu de votre temps ce matin. On va discuter du coup ce matin du cycle de vie sécurisé d'une application web. Et du coup, en fait, on va essayer de traiter ce sujet de l'idée de l'application jusqu'à sa mise en production. Donc on verra donc les rappels de déjà qu'est-ce qu'un développement sécurisé, quels sont les processus, les outils qui peuvent être mis en œuvre, et du coup on fera justement un focus sur une technologie basée sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Ogo, et c'est notamment pour ça qu'aujourd'hui je suis accompagné d'Olivier Harou, du coup qui va pouvoir se présenter, il le fera sûrement bien mieux que moi. Merci. Donc, je suis Olivier Arous, cofondateur d'Ogo Security. Je vais pas en dire beaucoup plus, sinon on va y passer des heures. Je te laisse la main pour rentrer dans le vif du sujet. Ok, très bien. Donc pour me présenter rapidement, je suis Johan Onodibio et en fait je suis responsable du pôle cybersécurité chez Manica, c'est-à-dire que je gère l'équipe au niveau test d'intrusion, audit, bug bounty, etc. Vraiment tout l'aspect technique de la sécurité chez Manica. Du coup, qu'est-ce que le cycle de vie d'une application? Voilà. Avant de parler de cycle de vie sécurisé d'une application, on va déjà commencer par rappeler qu'est-ce que le cycle de vie d'une application euh, et à quoi ça ressemble. Donc il y a plusieurs visions comment dire, de process pour ce type de choses. On va se baser aujourd'hui sur celui-ci qui est en 6 étapes. Donc en fait, le cycle de vie de l'application, ça peut se dérouler en 6 étapes qui sont les suivantes: la planification, l'analyse, le design, l'implémentation, le test et la maintenance. Le but en fait de cette méthode, c'est qu'elle est itérative dans le sens où elle s'adapte très bien à des projets web classiques, aussi bien qu'à des projets dits agiles avec des mises à jour régulières. Donc on va rapidement parler de chacune des étapes pour contextualiser. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra ensuite passer justement à la partie sécurité du cycle de vie d'une application. Donc la partie planification, quand on parle, là on va prendre l'exemple d'une appli classique qui n'est pas forcément en mode agile, vraiment dans le développement d'une version 1.0 de l'application. On a donc dans la partie planification toute la partie stratégie et budget qui sont définis à ce moment-là. C'est-à-dire qu'est-ce que l'application doit faire, quelle est notre vision en fait du produit, qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut faire, et du coup quel est le budget qu'on veut y allouer. Voilà, c'est le genre de choses qui peut être fait au niveau de la planification, et c'est aussi là qu'on va définir du coup les différents rôles dans le projet. Qui sera le chef de projet, qui vont être les développeurs, comment va s'organiser le projet avec les process, etc. Donc là, on est vraiment dans la partie planification où on vient préparer le projet. Une fois que ça c'est fait, on peut, on peut passer à une étape un petit peu plus technique, on va dire, qui est l'analyse. Donc là, en fait, dans l'analyse, on va venir déjà regarder notamment au niveau concurrence ce qui se fait, quelles sont nos dépendances au niveau de notre projet. Est-ce que on est dépendant d'une solution technique bien particulière ou non? Quelle est notre vision du projet et surtout qu'est-ce que l'on veut montrer pour une première version. En fait, c'est ce qu'on appelle notamment le PMV, c'est-à-dire le produit minimum viable. On sait très bien qu'on va avoir une vision du projet qui est globale. Parfois, on va avoir tout un tas d'idées. On va se dire, bon, l'application, je veux qu'elle fasse ça, ça, ça. Est-ce que, par contre, c'est ce qu'on veut sortir pour une V1? Oui, non, c'est à ce moment-là qu'on le décide. Donc, le PMV, c'est vraiment le minimum qu'on veut avoir pour le sortir officiellement, notre application. Voilà, donc là, c'était la partie analyse. Une fois qu'on a fait cette partie analyse, on va passer à la partie design. Donc là, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc la partie design, c'est déjà tout d'abord vérifier que techniquement, ce que l'on veut faire est possible. On va vérifier la faisabilité notamment de notre projet. Et c'est aussi là qu'on va commencer à designer aussi bien le code, comment on veut structurer le code, comment on veut le découper, que la base de données et que l'interface utilisateur. C'est là qu'on parle d'interface utilisateur, donc UI, et du X pour expérience utilisateur. C'est aussi là qu'on vient définir
comment on veut que les gens naviguent sur notre application, euh, voilà, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant au niveau, euh, au niveau de l'interface. Ça, c'est vraiment une partie qui est très importante. Et enfin, pour simplifier la partie implémentation, on est majoritairement dans le développement. Donc, quand je parle de développement, il y a aussi bien la création du code que la création des visuels de l'application. Souvent, quand on parle de développement, enfin de cycle de vie de l'application, on a tout de suite l'implémentation qui nous vient en tête, enfin, en tout cas le développement qui paraît être la phase la plus importante du projet. Une fois qu'on a implémenté du coup nos fonctionnalités, notre code, on va passer justement à la partie test et intégration. Donc les tests, justement, le but c'est de vérifier que ce que l'on a codé correspond bien à ce que l'on attendait. Donc là, ça peut se faire via des tests unitaires, des tests fonctionnels qui vérifient que l'attendu correspond bien à ce qu'on a livré. En tout cas, ce qui a été développé. Et c'est aussi là qu'on va commencer à avoir des remontées de bugs justement d'utilisateurs, enfin en tout cas de testeurs. Donc on est dans une partie très itérative où on va souvent passer de la phase 5, donc test, à implémentation, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bugs qui en ressortent. Et normalement, quand on a fait tout ça, on est prêt à déployer le site, on va faire une livraison et on va rentrer vraiment dans le run de l'application, donc c'est sa maintenance. Comment on va maintenir à jour l'application, comment on va résoudre les tickets des différents utilisateurs, parce que même si notre application fonctionnait très bien dans la partie test, on sait qu'il y aura toujours des choses qui seront remontées par les utilisateurs. Donc il y a aussi toute cette partie-là à prendre en compte. Du coup, là, on vient de voir ce qu'était la SDLC, donc en fait, ce qu'on appelle le Software Development Lifecycle. Et en fait, ça, c'est des choses aujourd'hui qui commencent à être assez bien intégrées par les équipes de gestion de projets web. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait plutôt bien aujourd'hui. Par contre, on entend rarement parler du S de sécurité dans ce process. Et justement, aujourd'hui, on va voir les bases. On ne pourra pas tout voir en quelques minutes, mais on va voir les bases de ce qu'on appelle la SSDLC, c'est-à-dire Secure Software Development Lifecycle. Excusez-moi. Du coup, si on reprend notre roue en 6 étapes, euh, on imagine assez bien qu'il y a plusieurs étapes qui peuvent présenter des risques de sécurité. Il y a 3 étapes notamment qui peuvent représenter un risque important au niveau de la sécurité. C'est la partie design, implémentation et maintenance. En fait, pour faire simple, si notre design il est mal fait, si on a mal géré cette étape de design, en fait, on va venir créer des vulnérabilités structurelles sur l'application. C'est-à-dire qu'on va avoir notamment, par exemple, si on n'a pas défini de taille de mot de passe minimale, si on a mal géré justement le process d'enrôlement des utilisateurs, etc. Ça va être au niveau de cette partie design que ça va prêcher. De la même manière, la partie implémentation, c'est là où les développeurs créent leur code. Et en fait, s'ils se basent sur un code qui n'est pas qui n'est pas correct, on va avoir des vulnérabilités, par exemple de type injection SQL, XSS qui vont apparaître. Donc tout ça, voilà, c'est dans la partie implémentation. Et enfin, la dernière partie où on risque d'avoir des problèmes de sécurité, ça va être sur la partie maintenance, dans le sens où même si le jour où on livre l'application, on n'a pas détecté d'XSS, on n'a pas détecté de problème de sécurité sur l'application, on sait que tous les jours, il y a des vulnérabilités qui arrivent, il y a des découvertes qui sont faites, il y a des produits qui vieillissent, des nouvelles attaques qui arrivent. Et du coup, dans cette partie maintenant, si on ne gère pas l'application dans sa vie, même une fois déployée, on risque d'avoir des problèmes de sécurité qui apparaissent. Donc pour ça, la SSDLC donne quelques étapes clés, quelques process à mettre en œuvre tout au long de ces 6 étapes. Si on reprend en fait notre partie planification, là où notamment on définissait les rôles de chacun dans le projet, c'est le moment où on peut définir justement la gouvernance de la sécurité, c'est-à-dire qui va s'occuper de la sécurité dans notre projet, comment il va le faire, à quel moment, quelles étapes
il va interagir. Et c'est aussi notamment à cet endroit-là qu'on va définir le budget que cette personne a. Parce que malheureusement, quand c'est pas intégré dès la planification, on sait que la sécurité, ça peut être considéré un petit peu comme un frein au développement, et la personne qui s'occupe de la sécurité va être vue un peu comme celle qui ralentit le process de développement, qui interdit les mises en prod, etc. Donc voilà, plus tôt on planifie cette étape, mieux on est. De la même manière, quand on est en train d'analyser la structure que l'on veut donner à notre code, à notre base de données, etc., et ben c'est le moment, ou en tout cas quand on dit quelle fonctionnalité minimale on veut pour notre application, bah, c'est le moment aussi où il va falloir peut-être définir des prérequis de sécurité. On parle soit de contraintes de sécurité, soit de règles de sécurité. Typiquement, la contrainte, ça peut être de dire que les utilisateurs n'auront le droit d'accéder à la plateforme que s'ils passent via un VPN ou via une restriction IP, que leurs mots de passe doivent avoir telle longueur et être changés tous les X temps. Enfin voilà, là, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Mais dès cette partie analyse, il faut déjà avoir une idée de ce que l'on va faire au niveau sécurité. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va commencer à faire l'analyse de risque de notre application. Dans le sens où, normalement, à l'étape analyse, on a défini ce qu'on appelle un PMV, donc le produit minimum viable. Et ben, à ce moment-là, on va commencer à se dire, OK, sur ce PMV, quels sont les risques que j'encours. Le but, voilà, ça va pas être de les résoudre tout de suite, hein, mais au moins d'avoir une idée de tous les risques que l'on peut connaître, et commencer à se dire, est-ce que ce risque-là, on va décider de le gérer, c'est-à-dire au moment du design ou de l'implémentation, on va venir trouver des solutions techniques ou organisationnelles qui vont le corriger. Est-ce que le risque, en fait, il est assez faible, je vais l'accepter parce que il a peu de chances de se produire, ou est-ce que je compte le déporter sur une solution tierce qui s'occupera justement de gérer certains des risques que moi je ne me sens pas l'âme de gérer. Voilà. Ça c'est la partie analyse. Euh, une fois que c'est fait, on passe donc au design, et donc là on va commencer aussi à identifier les contraintes métiers. Parce que forcément il y a l'état de l'art de la sécurité qui propose tout un tas de choses, hein. Aujourd'hui, développer, sécuriser, c'est tout à fait possible, mais on a toujours des contraintes qui sont liées au logiciel, à l'expérience utilisateur que l'on veut donner, ou même à l'environnement dans lequel l'application va être déployée. Bon, au moment où on va identifier justement ces contraintes métiers, on va être capable de définir une architecture, une structure de code qui correspond au mieux à et l'expérience qu'on veut donner aux utilisateurs, et à la sécurité de l'information de notre application. Et c'est aussi le moment de revoir un petit peu sa surface d'attaque, c'est-à-dire, voilà, via l'architecture qu'on a sélectionnée, qu'est-ce qui va être vulnérable, enfin, qu'est-ce qui peut être attaqué, parce qu'on sait très bien que voilà, dans notre application, il y a une partie code, mais on peut parfois déporter les mails via un prestataire, pareil, l'envoi de SMS ou des choses comme ça. Ça fait partie de la surface d'attaque qu'il faut avoir identifiée. Et normalement, à partir de ce moment-là, on peut rentrer dans le vif du sujet, donc l'implémentation du code, des visuels, etc. Et donc là, c'est le moment pour la personne qui va s'occuper de la sécurité de vérifier que ce qui a été demandé dans la planif, l'analyse et le design est bien appliqué dans le code. Donc typiquement, ça peut être vérifier la bonne application des règles de codage. Donc quand on parle de règles de codage, ça peut être aussi bien la manière de structurer le code que les fonctions qui sont utilisées, etc. Si on a blacklisté l'utilisation de certaines fonctions, c'est à ce moment-là qu'on le vérifie. De la même manière, ça peut être là qu'on commence à utiliser des frameworks de développement, des quadriciels. Donc le but en fait du framework, ça ne veut pas dire qu'on va être sécurisé, ça veut juste dire que dans un framework, il y a certaines briques logiques qui sont déjà intégrées, et ça évite de réinventer la roue sur tout un tas de sujets, notamment la réinitialisation de mots de passe, la gestion des appels à la base de données, etc. Et lors de l'implémentation, il y a aussi des choses qui peuvent être faites déjà pour vérifier la sécurité de l'application. C'est ce qu'on appelle l'analyse statique du code. Donc ça peut être des scripts ou des outils qui tournent sur le poste du développeur, qui viennent vérifier qu'il n'y a pas de code à risque qui est actuellement utilisé dans le développement.
On verra tout à l'heure dans la partie outillage, justement, c'est tous les outils qui peuvent faire cet office. Et enfin, là, c'est plus une mesure organisationnelle, mais c'est toujours intéressant de passer par la relecture de code au niveau de l'implémentation. La relecture de code, c'est assez simple. Le principe, c'est de dire la personne qui a développé la fonction. Alors, excusez-moi, il y a un micro qui parle fort là. Je me permets, je vais le couper. Hein. Voilà. Donc je disais, la relecture de code, c'est plutôt une mesure organisationnelle où là, en fait, on vient dire la personne qui a développé l'application ou la fonctionnalité ne va pas être la personne qui va la relire. On sait très bien qu'on a la tête dans le guidon, même des vulnérabilités ou des problèmes très importants, on va pas toujours les voir. Donc l'intérêt, c'est de faire relire son code par une personne tierce qui pourra peut-être remonter les problèmes avant que ça soit mis en prod. Donc c'est notamment ce qu'on appelle du peer reviewing. Et justement, dans les projets agiles, c'est assez régulier de faire ce genre de choses. Euh, Au niveau, donc une fois qu'on a implémenté tous ces éléments, on va passer justement à la partie test et intégration. Donc là, la partie test, on en parlait tout à l'heure, il y avait la partie test fonctionnel, test unitaire. C'est aussi là qu'on va pouvoir commencer à faire des tests de sécurité, vérifier des choses assez classiques, mais dans une application qui va être déployée dans un environnement type prod. Voilà, le but, c'est de venir tester l'application dans un environnement cible. Donc là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une analyse dynamique. C'est-à-dire que l'analyse statique de code, elle, va venir lire le code et voir s'il y a des comportements à risque. L'analyse dynamique, elle va venir envoyer des données plus ou moins aléatoires, tenter des injections, etc. et remonter les éventuels problèmes. C'est aussi à ce moment-là, quand on vient de livrer une fonctionnalité ou une version d'un logiciel, d'effectuer un test d'intrusion sur ce qui vient d'être mis en production. Donc là, le but, c'est de vérifier potentiellement des choses que les outils automatiques n'auraient pas détectées. Voilà, forcément, il faut garder en tête, les outils d'analyse automatique vont trouver tout un tas de choses. Par contre, ils ne seront jamais aussi granulaires qu'une attaque humaine. Je vais dire ça comme ça. Et c'est aussi l'occasion toujours de revoir sa surface d'attaque à chaque itération. Quand c'est testé, que c'est validé, que tous les voyants sont au vert, on va passer bien sûr à la livraison. Donc là, la livraison de notre application, c'est venir la déployer dans son environnement final. Donc là, il y a plusieurs points qui peuvent être vérifiés. Donc déjà, vérifier qu'on a bien documenté le déploiement, être sûr que voilà, si on y revient dans 6 mois, on saura comment ça a été déployé et comment on pourrait le redéployer. Ça paraît logique, mais malheureusement, ça arrive très souvent que les déploiements soient faits un petit peu à l'arrache et malheureusement, c'est pas documenté. Et c'est aussi l'occasion de faire le recettage, justement la vérification du déploiement. Est-ce que tout fonctionne correctement, en tout cas tout fonctionne comme on le voudrait, et, et voilà. De la même manière, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à appliquer nos plans de réponse à incidents et nos politiques d'audit. Donc les plans de réponse à incidents, c'est tout simplement dire, ben voilà, maintenant que l'application elle est livrée et elle tourne, comment je réagis si on vient me remonter un incident, ça peut être de sécurité ou même un incident de fonctionnement, hein, tout simplement. Voilà, qui s'en occupe, qui réagit, quels sont les process que je dois mettre en œuvre. C'est à ce moment-là qu'on vient les mettre en application. Et aussi là qu'on va venir appliquer la politique d'audit qui vient, enfin en tout cas c'est là qu'elle démarre. Et on rentre ensuite dans la partie maintenance. Donc là, notre application, elle est déployée, elle fonctionne. On a normalement nos plans de réponse à incidents et notre politique d'audit qui sont en œuvre. Voilà, mais voilà, quand est-ce que je fais ces audits-là? Quand est-ce que je les planifie? Est-ce que je décide de mettre en œuvre, par exemple, du bug bounty? Pour ceux qui connaissent pas forcément le bug bounty, l'idée, c'est de venir tester H24 et de manière continue la sécurité de son application. Et de la même manière, quand est-ce que je décide de faire des mises à jour? Est-ce que en fait c'est des fonctionnalités qui vont être régulièrement mises en production, qui vont venir corriger ces points,
ou est-ce que je dois prévoir juste des mises à jour de fonctionnalités tous les X temps sur mon application. Et ça va être du coup aussi là qu'on met en œuvre tous nos outils de surveillance. Ça peut être du monitoring, donc on a le monitoring classique qui va indiquer si le site, enfin l'application, elle est accessible ou non, le temps de réponse, si par exemple elle a été défacée ou non, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. On va parfois mettre en œuvre aussi des scans automatiques, on reviendra dessus, mais l'idée c'est de venir faire des tests régulièrement pour remonter des vulnérabilités qui pourraient apparaître. Et c'est aussi l'occasion de déployer ce que l'on appelle des WAF pour des Web Application Firewall. Donc, c'est des pare-feux applicatifs. L'idée, c'est de dire, voilà, notre application, dans le temps, elle va peut-être mal vieillir. On n'aura pas toujours l'occasion de corriger en temps réel les vulnérabilités. Et en fait, ce WAF va venir patcher, ou en tout cas empêcher les vulnérabilités d'être exploitées pendant un temps, le temps qu'on corrige notamment. Pour cette partie-là, justement, je vais laisser Olivier intervenir. Il en parlera très certainement mieux que moi. Merci Johan. Avant de démarrer sur la partie WAF en elle-même et sur l'apport de la protection de l'application, enfin du WAF dans la protection de l'application durant sa durée de vie, je voulais faire un point sur l'intelligence artificielle dans la cybersécurité pour démarrer. Et en fait, je voulais revenir sur ce que c'est que la cybersécurité aujourd'hui. La cybersécurité, c'est avant tout protéger des vulnérabilités, protéger contre l'exploitation de failles, c'est essayer d'éviter des faux positifs quand on protège une application, et c'est surtout pour les équipes opérationnelles de cyber de se maintenir au courant, de faire de la veille sur les nouvelles attaques pour améliorer et toujours mettre à jour leur outil de cybersécurité. L'IA là-dedans, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que l'IA va apporter une nouvelle façon de voir la cybersécurité. On va plus être du tout sur la recherche des vulnérabilités, sur la veille sur les attaques, mais on va être plutôt sur qu'est-ce que ou comment fonctionne une application, quelle est la normalité de cette application, comment elle est utilisée par vos utilisateurs au cours du temps et comment elle vit. Donc en fait, l'IA va plutôt travailler sur cet usage que sur la protection, enfin que sur la recherche de vulnérabilité en elle-même. Et l'IA, il va donc être capable automatiquement de générer des politiques de sécurité à sa façon et adaptées au comportement des utilisateurs. Alors, bien sûr, hein, l'IA, ça fait peur, c'est pour ça qu'on a mis ce petit gif, c'est que l'IA, c'est du machine learning, c'est du deep learning, et on entend partout que les attaques sur l'IA, c'est facile, il y en a 3 possibles, sauf que dans le cas de Google, on en parlera juste après, on n'a pas pris du deep learning, donc on a pris une IA que l'on dirige, et sur laquelle nos analystes travaillent avant qu'elle décide de déployer une politique de sécurité. Passons sur justement le slide suivant. Et on va un peu parler du WAF intelligent d'Ogo. Donc nous, avec Ogo, on a un peu triché, c'est-à-dire que notre IA, la première chose qu'elle a faite, c'est qu'on lui a appris toutes les attaques connues. Donc on lui a appris toutes les attaques référencées dans le WASP-10, donc comme des injections SQL, des XSS, du brute force, du DDoS, tout ça. Tout ça, elle l'a appris. Ensuite, son travail, c'est lors de la production ou la mise en production de votre application, c'est de comprendre le comportement des utilisateurs vis-à-vis de l'application. C'est-à-dire qu'on va regarder d'où ils viennent, à quelle vitesse ils se connectent, quels sont les navigateurs qu'ils utilisent, par exemple, et on va définir une sorte de comportement d'utilisateur. Et il y a un deuxième comportement qui prend un peu plus de temps parce que lui, on a besoin d'apprendre l'application, qui est ce qu'on appelle nous en interne la nav, ou qu'on pourrait appeler le parcours client, où l'IA va déterminer tous les chemins possibles dans un premier temps de l'application, et va surtout définir un chemin idéal ou des chemins idéaux qui sont normalement utilisés par les utilisateurs. Par exemple, si vous avez une application qui démarre par un login password en première page, et ben, l'IA va enregistrer que tous vos utilisateurs doivent passer par cette phase de login password avant d'accéder à l'application. Ce qui fait que si demain il y a une personne qui bypass ce formulaire, elle va automatiquement le bloquer sans se poser de questions. Inversement, dans le temps, le travail de l'IA, c'est justement de toujours s'améliorer et de toujours protéger l'utilisation de cette application. Ce qui fait que demain, vous avez une nouvelle attaque, comme le disait Johan, les développements, on va dire, les langages de développement
vieillissent et donc les vulnérabilités apparaissent. Et tout ce qui va être tentative d'exploitation de ces langages ou de l'application dans le temps va être considéré hors comportement normal. Et là, l'IA a toute sa puissance et elle a toute sa capacité à bloquer toute tentative d'attaque. L'avantage dernier avantage, c'est que le faux positif est un vrai problème dans la cybersécurité. Le faux positif, c'est je bloque une personne qui en fait n'est pas un attaquant, mais qui juste a tenté de faire quelque chose, mais bloqué par la cybersécurité. Et ben l'IA, vu qu'elle est sur le comportemental, ne générera pas du tout de faux positif. Si on rentre sur le slide d'après, sur les 3 slides d'après, on va montrer que l'IA peut servir à d'autres niveaux que juste la protection, donc juste au mode production de votre application. On va pouvoir l'utiliser par exemple sur la partie implémentation. Lors de l'implémentation, la solution va vous permettre d'analyser les performances de votre application. Vous allez avoir des retours sur le temps de réponse de vos requêtes, sur les pages que vous visitez, sur le suivi des performances de votre application au fur et à mesure. Et ça, les développeurs peuvent le voir en temps réel via des API en accédant au log directement de la solution. Sur les derniers slides, on va plus parler dans l'intégration continue, c'est-à-dire que tout ce que va faire la solution de protection en mode passif ou en mode actif. D'ailleurs, le mode passif est très intéressant parce que vous allez pouvoir voir comment vos utilisateurs, se comportent vis-à-vis de votre application, comment les hackers aussi se comportent vis-à-vis de votre application, sans les bloquer. Et donc, vous avez en temps réel la visualisation des requêtes qui passent, la visualisation des attaques qui auraient dû être bloquées, mais qu'on ne bloque pas parce qu'on vous met en mode passif. Toujours la partie performance, vous avez aussi la catégorie des attaques. Et tout ça, ce sont des informations qui permettent aux développeurs de l'application de se dire « Ah bah là, j'ai des failles, je vais pouvoir aussi, dans mes prochaines mises en production, les mettre à jour et les corriger. » En mode pure production, donc en mode protection, on est sur le suivi, comme d'hab, le suivi des vulnérabilités, la protection des vulnérabilités, la protection contre les attaques, contre les nouvelles attaques, et on a tout un dashboard qui permet de bloquer des pays, par exemple, ou de voir toutes les requêtes qui arrivent, leur provenance, leur temps, etc., etc. On a même une visualisation des robots, ce qui permet à certains de nos clients aujourd'hui de se dire, tiens, ce robot-là, je vais arrêter de le laisser passer parce qu'il prend trop de temps et j'ai pas envie qu'il me scrape mon site du jour au lendemain. Voilà, au final, sur le dernier slide, en fait, l'intérêt de la solution, c'est qu'elle est, j'ai envie de dire, apaisable. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser que en mode API. C'est-à-dire que, par exemple, l'API de log, vous pouvez l'utiliser lors de l'implémentation, lors des tests ou lors de la production. L'API de dashboard, c'est à tout moment lors de la production de l'application. Vous avez une visualisation de tout ce qui s'y passe, à la fois en mode trafic, à la fois en mode attaque, à la fois en mode protection. Et en fait, les 2 dernières API servent surtout pour la génération des certificats SSL et le management au général des applications vis-à-vis de la solution. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, c'était très clair. Et du coup, oui, l'intérêt aussi de cette solution, pour moi, c'est le fait qu'il y ait vraiment zéro installation de matériel et que ça soit assez simple à implémenter dans ces applications. Le point qui est aussi important, donc là, on a vu une des solutions pour protéger certaines des étapes clés de notre développement. Est-ce qu'il y a d'autres outils pour les autres étapes? Oui, en fait, très clairement, on a tout un tas de choses qui peuvent être mises en œuvre. Ogo, du coup, en gère une partie, mais du coup, pour le reste, il y a tout un tas d'autres choses qui peuvent être mises en œuvre. Typiquement, pour la partie design, donc là où on est plutôt vraiment dans de l'humain, plus que dans du technique, la seule solution, en tout cas celle qui est vraiment efficace, c'est de former les utilisateurs. En fait, qu'ils aient déjà conscience des risques de sécurité qui peuvent peser sur un projet web. Et à partir du moment où déjà ils ont cette culture sécurité, la partie design devrait plutôt bien se passer. De la même manière, la partie implémentation, alors là, sur la partie implémentation, il existe 10 000 solutions.
très clairement, ça va être dur de toutes les lister. Mais typiquement, on parlait des conventions de codage ou des règles de codage tout à l'heure. Il existe des outils justement qui permettent de vérifier que ces conventions sont bien respectées. C'est ce qu'on appelle en fait des linters. Et c'est pour ça que vous verrez notamment des noms comme PyLint, PHPLint, GoLint, qui sont en fait des linters pour le langage concerné. Donc PyLint pour du Python, PHPLint pour du PHP et GoLint pour du Go. Là, pour le coup, c'est des choses assez simples à mettre en œuvre. Ça s'intègre très très bien aux IDE, enfin aux outils de développement des développeurs, et ça évite justement de pousser du code qui au moins ne respecterait pas les conventions de codage. À savoir que cette étape peut être faite au niveau de l'implémentation et réeffectuée juste après dans l'étape de test et d'intégration pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit passé au travers du filet. De la même manière, au niveau de l'implémentation, le but, ça va être de former et de vérifier que les développeurs connaissent bien le WASP Top 10. Donc, c'est Olivier qui en parlait tout à l'heure. Donc, ça, c'est des choses qui sont intégrées à Ogo. Donc, le Top 10, le WASP Top 10, en fait, c'est les 10 vulnérabilités les plus exploitées en général dans des applications web. Donc, par exemple, en numéro 1, on va retrouver l'injection. L'injection, ça peut être l'injection SQL, LDAP, Elasticsearch, voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent être injectées. On va retrouver aussi les XSS, les problèmes de désérialisation, de formatage des XML, etc. Voilà, ça c'est une liste que vous pouvez aller voir qui est consultable en ligne. Mais voilà, à partir du moment où déjà les développeurs sont formés sur ces 10 vulnérabilités génériques, on s'enlève quand même une grosse épine du pied et voilà, au moins on peut passer à des vulnérabilités un petit peu plus complexes, mais ça ne sera pas facilement exploitable. De la même manière, donc pour la partie test et intégration, on a des outils qui peuvent être effectués typiquement pour vérifier les dépendances. Justement, dans le top 10 OWASP, une des rubriques du top 10, c'est le fait qu'un logiciel utilise des librairies tierces qui soient vulnérables. C'est vrai que c'est toujours dommage de se dire on va développer quelque chose de sécurisé, mais on va baser tout notre code sur une librairie qui, elle, est vulnérable. Ça serait quand même dommage, et du coup, il y a des outils comme Dependency Track et Requires.io qui vient vérifier ces dépendances et lever des alertes ou au moins des notifications si la librairie n'est pas à jour ou si la librairie n'est pas à jour et qu'en plus, elle contient des vulnérabilités. Donc ça, c'est le premier point qui peut être fait. Et ensuite, justement, on parlait tout à l'heure des outils d'analyse de code, alors qu'ils soient statiques ou dynamiques. On a des outils donc payants comme SonarCube et Checkmarks qui du coup vont venir relire le code et lever des notifications ou au moins des alertes s'il y a je sais pas, des fonctions à risque qui auraient été utilisées, si il y a des optimisations possibles dans le code. Et on a des outils comme Zap Proxy qui eux vont plutôt faire de l'analyse dynamique en venant injecter dans une application qui tournerait sur un environnement de test, voir si l'application réagit bien à tout ce que lui envoie Zap et relever tous les comportements anormaux justement qui auraient pu être relevés. Et enfin, pour la partie maintenance, donc on a parlé du WAF, notamment avec Ogo. On a aussi après des outils, donc on parlait des scanners de vulnérabilité qui vont, on va dire, faire des tests d'intrusion automatiques. Donc on a des outils, c'est plutôt connu sur le marché comme Nessus, Nexpose et Qualys, et aussi des versions open source comme OpenVAS. Donc on leur indique une cible et ils font les tests et génèrent un rapport de vulnérabilité en fin de test. Et de la même manière, tout à l'heure j'évoquais le fait d'effectuer du bug bounty, donc en fait demander à des personnes de tester la sécurité de notre application en temps réel et payer ces personnes uniquement à la vulnérabilité identifiée. Donc pour le bug bounty, on a deux acteurs français bien connus que sont Yesuyak et Yogosha, et après des acteurs européens comme Integrity ou mondial comme HackerOne. Voilà. Et du coup, après ça, est-ce que je suis totalement protégé? Alors oui et non. Très clairement, si on devait conclure là-dessus, là on a évoqué que les bases de la sécurité. C'est-à-dire qu'on a vu vraiment les bases de qu'est-ce qu'un projet web et qu'est-ce qu'un projet web sécurisé. On a parlé de quelques outils qui sont assez faciles
à mettre en œuvre. Mais très clairement, malheureusement, la sécurité, c'est tout un tas de process et d'outils qui doivent être mis en œuvre et qui doivent être mis à jour très régulièrement. Et du coup, là, on vient vraiment de voir les bases. Si on devait imaginer la sécurité, c'est un petit peu comme un oignon, c'est-à-dire qu'on vient y rajouter tout un tas de couches et on espère que chacune de ces couches va venir protéger l'intégralité de notre périmètre, de notre surface d'attaque. Euh, du coup, voilà qui conclut notre webinaire sur du coup la gestion de projet, enfin, le cycle de vie d'une application sécurisée. Si vous avez des questions, Olivier et moi, on sera ravis d'y répondre.